à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc aujourd'hui on va regarder ensemble en fait au niveau du VIX de quoi il s'agit parce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment. C'est tout à fait normal avec tout ce qui se passe à travers le monde avec le coronavirus, ça génère pas mal de peur. Donc en fait le VIX reflète toute cette peur là en fait à travers son indice. Donc on va regarder en fait qu'est-ce que ça représente, de quelle façon on peut le trader parce que j'entends un peu de tout. Il y en a même qui veulent commencer à le shorter, mais c'est quand même assez risqué. Donc en fait on va passer à travers cela pour avoir un petit peu une idée globale de quoi il s'agit. Donc avant tout, on va faire un petit rappel. Qu'est-ce que c'est en fait la définition du VIX? Donc comme je disais précédemment, il est plus connu en fait sous l'indice de la peur. Donc c'est comme ça qu'on l'interprète la majorité du temps. Mais sinon, de manière beaucoup plus technique, le VIX en fait se calcule en prenant en compte la volatilité implicite des options sur SPX. Donc SPX c'est l'indice du S&P 500. Donc ça c'est le côté beaucoup plus technique. Qu'est-ce que c'est en fait la volatilité implicite? Alors qu'est-ce que c'est la volatilité implicite? Donc premièrement d'un point de vue technique, c'est une des composantes en fait du modèle d'évaluation des options. Donc là je parle des options bien évidemment américaines qui se traitent sur le Board Exchange de Chicago. Je ne parle pas des options binaires qui se trouvent plus utilisées en Europe. Là je parle vraiment des options qui sont tradées sur un marché d'échange, hein, donc à Chicago. Donc en fait voilà, la volatilité implicite, c'est une des composantes donc du modèle d'évaluation de ces options-là. Donc dans le modèle d'évaluation, en général, vous avez la date d'expiration, vous avez le strike price, vous avez donc le strike price, c'est le prix d'exercice hein, en français. Vous avez la volatilité, donc pour la volatilité implicite, et donc le taux d'intérêt. Donc voilà, donc ça ce sont vraiment les composantes du modèle d'évaluation de l'option. Et en fait, qu'est-ce qui fait que donc le VIX augmente en fait sur les marchés quand il y a un peu plus donc d'incertitude? Donc en fait, c'est juste que les options, il y a plus de mouvement à travers les options parce que les gens en quelque sorte vont acheter des options pour protéger leur portefeuille. Donc que ça soit des investisseurs ou même des swing traders, il y en a qui vont acheter des options pour se protéger. Moi c'est ce que je fais régulièrement. Et d'autres vont acheter des options aussi pour spéculer un peu plus parce qu'il y a un effet aussi d'effet de levier dessus. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, quand ces options-là sont en train de pricer une incertitude, cela veut dire qu'on a effectivement une volatilité implicite un peu plus élevée et du coup, donc le VIX aussi va monter de manière assez importante. Donc c'est ce qui s'est passé là actuellement. Beaucoup de gens achètent donc des options pour se protéger dans leur portefeuille ou même spéculer. Il y a beaucoup, les options englobent en fait beaucoup dans le pricing, dans le modèle d'évaluation, beaucoup d'incertitudes parce qu'actuellement il est très difficile de savoir où c'est que le marché va aller. On ne sait pas s'il est en train de pricer vraiment actuellement, si on a déjà pricé le pire ou si en fait le pire va arriver, on ne sait pas vraiment. Donc du coup, il y a beaucoup, le VIX représente beaucoup d'incertitudes, donc son chiffre vous démontre bien ce phénomène-là qui est à travers donc la dynamique des options. Donc voilà, donc pour résumer, pour faire simple, en fait, elle va représenter l'ampleur de l'incertitude. Donc plus elle est élevée, plus cela va être pricé dans la volatilité implicite. Donc on va regarder ça de plus près en fait sur le graphique. Donc là on voit qu'on est dans des zones quand même assez importantes. Le VIX est à 57, on est même monté jusqu'à 72. Là je suis au niveau du mensuel et vous voyez en fait, donc si je trace ici actuellement, vous pouvez constater ici en fait qu'on a touché pratiquement même les mêmes niveaux qu'en 2008, donc les plus hauts niveaux de 2008. Donc beaucoup se demandent est-ce que on a fini? Donc ça c'est la bonne question en fait. Est-ce que ça y est, on a pricé le pire? Est-ce que c'est terminé? Moi ma question c'est que en fait là le VIX effectivement il est monté d'une manière assez exponentielle très rapidement alors qu'en fait toute cette montée là vous voyez en 2008 elle a pris quelques escaliers en fait alors que là nous on a pris vraiment l'ascenseur. Donc en fait les choses, le marché est un peu différent donc il faut s'adapter aussi au marché. Et à ce moment-là, quand on était dans ces niveaux-là,
à l'époque, bien évidemment, on avait à peu près corrigé de 50% sur les marchés au niveau régulier. Hein, parce que si je vais par exemple sur SPX, on va faire un petit tour assez rapide. Ah, je vais enlever ça. Donc là, hop, hop. Donc là, si je vais au niveau du mensuel, vous voyez, si je prends à peu près ma ligne d'info, que je monte ici, que je vais à peu près en bas, vers ici. Donc là, vous voyez, on avait corrigé à peu près de 57%. Donc oui, là, pour l'instant, on a corrigé que de à peu près 29% sur SPX actuellement. Donc est-ce qu'en fait, on va avoir un VIX encore plus élevé? Moi, je dis il y a des probabilités parce que en fait, l'une des choses qui est un peu différente de 2008, c'est qu'on est plus à trader. Donc il y a beaucoup plus de monde qui trade, il y a beaucoup plus d'accès justement donc même à l'investissement en tant que tel, même ce ne serait-ce même pas juste pour trader, mais même à l'investissement, beaucoup plus de volume au niveau des options aussi, ce qui fait que en fait ça peut aussi se traduire par un VIX plus élevé. Donc parce que s'il y a plus de gens qui paniquent et qui tradent en même temps, bah, il y a plus d'achats de protection, plus d'achats de put, même de call, ça dépend dans quelle direction il se trouve, et ce qui fait que en fait bah, le VIX monte un peu plus que ce qu'il avait l'habitude de faire. Donc ça c'est pas forcément c'est pour ça que je dis que c'est pas très représentatif de 2008, on ne peut pas vraiment comparer. La technologie est plus rapide, on a des traders de haute fréquence aussi, les choses sont vachement plus évoluées qu'à l'époque aussi. Comment dire, la circulation de l'information est encore plus rapide que à l'époque aussi. Donc ce qui fait qu'on a pris l'ascenseur, on n'a pas pris l'escalier. Donc voilà, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Et donc là, on ne sait pas actuellement si vraiment on a pressé le pire ou si finalement le pire reste à venir. Est-ce qu'on va encore corriger de 20% de plus, 30% de plus? On ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, cette incertitude-là est vraiment évaluée justement sur le VIX. Donc un autre point qui est quand même assez important, c'est qu'on ne peut pas trader le VIX directement, le chiffre VIX. Donc le chiffre VIX en tant que tel va être souvent beaucoup plus élevé que les produits dérivés en fait par lesquels en fait la majorité des gens vont trader le VIX. Donc en fait en produits dérivés, vous avez les futurs dans un premier temps, les futurs sur le VIX. Ensuite vous avez les trackers sur futurs VIX et les options sur futurs VIX. Donc voilà, on ne peut pas trader le VIX directement et je vais vous montrer en fait à quoi ressemblent les futurs et à quoi ressemble donc le VIX. Là actuellement, on va regarder ça tout de suite. Vous voyez là je suis sur le site de VIX Central, donc le site officiel pour le VIX. Et en fait, donc là vous voyez la ligne ici en pointillé en vert, c'est le chiffre VIX. Et en fait, vous avez en bas la courbe. Bon, la courbe est différente que ce qu'elle est la majorité du temps. Parce que là, on est dans une période de volatilité donc très importante. Ce qui fait que la courbe, en fait, elle est beaucoup plus élevée. Donc, vous voyez, en fait, ça, ce sont, je vais revenir dessus. Ça, ce sont en fait, chaque rond ici est un contrat futur. Et en fait, là, vous avez, par exemple, si je clique sur celui-là, on voit que le prix est à 54 ici, 54,45 pardon. Et en fait, ça c'est le contrat futur pour ce mois-ci qui arrive à expiration donc la semaine prochaine, donc le troisième vendredi du mois. Et ensuite là vous avez l'autre contrat qui est à 44,8 pour le mois d'avril et vous avez un autre contrat à 35 pour le mois de mai, 31 pour le mois de juin. Puis là on va en descendant parce que là on est vraiment dans une période de haute volatilité, ce qui fait que nous sommes dans une phase de backwardation sur le VIX. Donc là, on peut constater que en fait là vous voyez il est à 57,83, pardon, il est monté quand même jusqu'à 70. Là on approche en fait la date d'expiration du mois de mars, ce qui fait que on pourrait en fait avoir une différence entre les deux ou pas du tout. Donc là en fait ça va être le phénomène qui va se passer, c'est le roll yield. Donc on va voir si finalement il y a avoir un yield assez important dans la différence ou pas important, ils vont être égaux à la date d'expiration. Donc ça c'est quand même assez intéressant de voir parce qu'en fait la différence ben, sera positive si le VIX est au-dessus et si le VIX est en dessous, la différence est un peu plus négative. Donc ça va être intéressant de voir ça la semaine prochaine. Donc c'est pour ça aussi que ça va créer beaucoup comment dire, de débalancement au niveau justement
du modèle d'évaluation des options la semaine prochaine parce qu'on est le quatrième, on a les quatre expirations, pardon, excusez-moi, le quadruple witching qui est donc qui arrive à tous les trimestres. En fait, ça vous donne quatre expirations et ce qui fait qu'en fait il y a beaucoup de chamboulements à travers ça à cause justement du rollover. Donc ceux qui avaient le contrat donc pour le mois de mars vont passer donc au mois d'avril. Donc il faut faire des rollovers et il faut prendre aussi le yield par rapport à tout ça. Donc voilà, donc ça crée beaucoup de chamboulements dans les contrats, dans les options aussi. Euh, la semaine prochaine, ça risque d'être encore assez volatile aussi. Donc voilà, donc ça c'était pour les futurs. Donc c'est la première chose qu'on peut trader avec le VIX. Sinon, la deuxième chose, ce sont les options sur justement ces contrats futurs là. Donc après, vous choisissez bien évidemment les prix d'exercice, mais en fait, ils vont refléter la variation du futur. Donc si vous êtes sur le futur du mois de mars ou le futur du mois d'avril, vous allez choisir donc un prix d'exercice euh, par rapport donc au prix du futur sur le VIX également. Donc voilà, ça ce sont les produits en fait qui peuvent être tradés, mais c'est très dangereux. Il me semble que sur ces produits-là, c'est au moins 1000 $ le point. Donc bon, quand on est dans le bon sens, c'est bien, mais quand on est dans le mauvais sens, ça fait très très mal. Donc voilà, donc ça c'est un des produits. Donc au niveau des trackers, vous avez les trackers, donc vous avez des ETF et des ETN. Vous avez le VXX, vous avez le UVXY, le TVX, le VIXI. Enfin, ça, ce sont des produits en fait qui vont refléter justement les variations des futurs VIX. Donc par exemple, donc voilà, par exemple, je suis sur VXX, donc on peut aller regarder, vous voyez, en fait, si je dézoome sur le niveau du weekly, bon, c'est un produit, en fait, qui ne fait que baisser, ce qui est tout à fait normal, puisque le marché ne faisait que monter depuis un certain temps. Donc là, en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que le VIX ne reflète pas non plus toujours la variation, en fait, du VIX en tant que tel. C'est-à-dire que, vous voyez, le VIX, si vous regardez là actuellement, vous voyez, si on dézoome, il a quand même une source, un plancher assez important, vous voyez ici, un plancher quand même qui est assez important. Il n'a pas la courbe d'un graphique régulier parce que vous voyez, c'est des spikes comme ça, c'est normal, ça reflète de l'incertitude, des émotions. Alors que le VXX, si je dézoome, vous voyez bien en fait qu'il n'a pas du tout la même tête. Lui, en fait, ça descend tout le temps, hein, comme une piste noire. En fait, ça ne représente pas exactement la même variation pour la simple et bonne raison que ça dépend aussi de sa composante. Généralement, pour le VXX, ça prend la composante de deux expirations au niveau des futurs VIX. Donc là, en fait, plus on va approcher en fait la date d'expiration de la semaine prochaine, plus cela veut dire que la composante pour le mois d'avril est plus importante sur le produit que la composante du mois de mars. Je vais vous donner un tout petit exemple. Donc là, vous voyez, je suis sur le site en fait qui a créé le produit VXX qui est l'ETN. Donc ce n'est pas un ETF, c'est un ETN. Et en fait, la différence, c'est juste qu'un ETN, en fait, c'est comme une dette, une note là. Donc c'est pas du tout comme une action. En fait, le sous-jacent, ce n'est pas une action, c'est comme une dette. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc là, vous voyez, en fait, si je vais dans le index component, donc dans la composante du produit, vous pouvez voir actuellement qu'on a du 85% sur le futur du mois d'avril et du 15% sur le futur du mois de mars, ce qui est tout à fait normal puisqu'on on approche la date d'expiration du mois de mars. Ce qui veut dire en fait que quand on va approcher donc, la date d'expiration, on va acheter donc l'expiration pour le mois de mai et on va garder l'expiration du mois d'avril. Donc là, en fait, la composante justement du VXX, elle suit beaucoup plus la variation donc du futur. Donc vous voyez, là actuellement, on a une plus grosse composante du futur du mois d'avril à 44,8
que le futur à 54,45 qui est le mois de mars. Parce que le 54,45 représente que 15% du produit, alors que le mois d'avril représente approximativement 85% du produit. Et quand on va avoir le rollover de vendredi, on va passer donc au prochain mois et on va garder aux deux prochains mois, pardon, donc au mois d'avril et le mois de mai. Donc on va descendre encore plus au niveau de la variation. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez intéressant ces affaires-là à savoir quand on trade le VXX parce qu'il y en a qui vont commencer effectivement à le shorter. Mais avant de shorter quoi que ce soit, il faut aussi comprendre la composante et savoir où c'est qu'on en est. Donc là actuellement, ça ne représente pas spécifiquement la réalité du VIX étant donné qu'on a 85% de composantes pour le mois d'avril et seulement 15% pour la semaine prochaine, donc pour le mois de mars. Donc ça, c'est quand même assez important de savoir ça pour justement bien trader tout ça. Oui, donc c'est pour ça aussi que ça ne fait aussi que baisser parce qu'on est toujours en train de rollover sur 2 mois, ce qui fait que qu'on renouvelle à chaque fois le contrat pour les 2 prochains mois. Donc voilà, donc en fait, il faut faire quand même assez attention. Bon, si vous avez un compte sur marge, ça peut aller. Si vous avez une bonne marge, mais en fait, c'est quand même c'est pas n'importe qui va commencer à trader ça parce que ben, il faut avoir quand même une certaine connaissance. Moi personnellement je trouve qu'il est encore trop tôt pour le shorter, même si effectivement on peut avoir un retracement actuellement, mais je trouve qu'il y a trop d'incertitudes là actuellement et je pense qu'on peut bien évidemment avoir un VIX encore plus élevé qu'en 2008, c'est possible aussi. Donc c'est pour ça que je n'irai pas le shorter pour l'instant. J'attendrai un peu plus de signaux, un peu plus de stabilité au niveau de tout ce qui se passe actuellement avant de rentrer en position à travers cela. Ah oui, petite parenthèse, alors pour ceux qui veulent trader le produit directement, je ne sais pas si vous avez entendu parler du XIV. En fait, lorsqu'on a eu le spike en 2018, il n'y a pas longtemps, en février 2018, en fait, ça c'était à peu près le favori au niveau des marchés. Vous voyez, il n'existe plus. En fait, parce qu'il y a eu justement, ce ne sont pas forcément des produits qui représentent la valeur d'une entreprise non plus, mais ce sont des produits qui représentent en fait quelque chose de volatile, donc il n'y a pas vraiment de choses concrètes, de physique. En plus, il y a un taux d'intérêt qui est applicable aussi dessus, parce que c'est comme une note, une dette, donc il y a aussi un taux d'intérêt qui peut jouer dans la valeur. Et XIV en fait a fermé en une soirée en fait. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez dangereux de trader le VXX parce que ce qui s'est passé pour le XIV en fait peut se passer en fait aussi sur le VXX. Donc on peut avoir aussi du défaut de crédit, hein, parce qu'il s'agit d'une dette en quelque sorte, c'est comme une note, donc on appelle ça comme une dette en quelque sorte, une obligation. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est quand même assez dangereux. Il faut savoir, il faut en avoir conscience. Après, vous faites ce que vous voulez là, mais il faut en avoir conscience. Volatility Trading Strategy, c'est quelqu'un que je suis sur Twitter pour tout ce qui est volatilité. En fait, j'ai souscrit aussi à son programme pour voir de quoi il parlait. Ça coûtait pas cher et j'aimerais ça en apprendre un peu plus à ce niveau-là. Parce qu'il est vraiment spécialisé dans la volatilité et quand bien évidemment on veut connaître un peu plus de la volatilité, il y a beaucoup de choses qui sont complexes et euh, très difficiles à définir tout seul. Donc quand on a quelqu'un pour nous expliquer un peu plus en approfondi, qui a une connaissance beaucoup plus poussée à ce niveau-là, c'est quand même assez important. Donc vous pouvez aller le suivre, il donne des petits détails, mais mieux sur son blog, il a énormément d'articles, une chaîne YouTube, bon c'est en anglais, ok, mais c'est en anglais assez facile. Et vous pouvez avoir en fait accès à beaucoup d'informations à ce sujet, donc c'est pour ça que j'ai commencé à le suivre. Donc un autre point important, un dernier petit point, c'est que le VIX en fait représente deux phases, comporte deux phases. Vous avez la phase backwardation, donc ça c'est quand le futur du mois, donc le mois actuel, donc le mois de mars, est supérieur en fait au futur du mois de avril. Et contango, c'est quand par exemple le mois de mars est inférieur au mois de avril. On va regarder ça tout de suite vite fait. Donc là, on le disait tout à l'heure, vous voyez que le futur du mois de mars est plus élevé que le futur du mois d'avril au niveau du prix, ce qui fait qu'en fait ça le rend en phase de backwardation.
Mais si en fait on avait donc le futur du mois de mars inférieur au futur du mois de avril, on serait en contango. Donc généralement le VIX est plus, la majorité du temps, beaucoup plus en contango qu'en backwardation. Les backwardation ne durent pas éternellement, puisque bien évidemment les corrections ne durent pas éternellement, les bear market non plus ne durent pas éternellement par rapport au bull market. Donc c'est pour ça qu'on a plus de contango que de backwardation. Donc voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. C'est déjà beaucoup d'informations à assimiler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et puis sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, à vous abonner.